Magnifique BE pour la chaîne Smart and Strong, let's go. On est parti pour du surcoté ou du sous-coté. L'ashwagandha. Alors, l'ashwagandha, je dirais surcoté. Surcoté parce que on le voit un peu pour tous les problèmes. Et puis, la littérature est pas dingue sur le sujet, donc prudence. Correctement coté. Je dirais que par le passé, quand on disait que l'ashwagandha augmentait la testostérone, là c'était clairement surcoté. À l'heure actuelle, je pense que ça, on faudra confirmer avec le V, mais je pense qu'il y a suffisamment de données qui prouvent, qui ont tendance à mettre en évidence en tout cas un effet positif, notamment sur l'anxiété et certains de ces facteurs plutôt psychologiques. Donc je dirais plutôt correctement coté. Pré-workout. Côté à sa juste valeur, mais j'aurais tendance à dire surcoté parce que j'ai pas le choix. Surcoté. Je pense qu'il y a plein d'éléments qui n'ont rien à faire là-dedans pour avoir réellement un effet ergogénique. Je dirais que la caféine fait l'essentiel du boulot et le reste c'est plutôt un petit peu... c'est chouette d'avoir le bout des doigts qui picotent avec la bêta-alanine, mais ça n'apporte pas grand-chose, en tout cas pas dans les sports de force. Mais dans d'autres sports, bien évidemment que la bêta-alanine peut être utile. Mais dans les sports de force, surcoté. Le gigatacos. Sous-coté. Gigatacos, c'est la vie. On ne doit pas tester. J'aime bien un petit tacos de temps en temps, mais gigatacos c'est trop, donc je dirais surcoté. La viande rouge. La viande rouge, je dirais surcotée par les carnivores et peut-être sous-cotée pour la population générale. Je dirais un peu surcoté. Je pense qu'il y a tout cet aspect un petit peu de la communauté fitness qui tend à dire que la viande carnivore diet c'est super cool et tout ça. Or on sait à l'heure actuelle, on a suffisamment d'évidences qui mettent en lumière le fait que ça augmente le risque de cancer colorectal et notamment les risques au niveau cardiovasculaire. Donc j'aurais tendance à dire surcoté. Et puis si on veut avoir une petite touche écologique, on sait que ça demande énormément de ressources. Et je pense que si on veut être un peu plus éco-responsable et regarder un peu plus à sa consommation et avoir un impact direct sur le monde, je pense qu'on peut consommer en tout cas un petit peu moins de viande rouge. Carrément surcoté. Pas mal de problèmes au niveau des critères d'évaluation de santé. Donc, et puis on la propose souvent pour un tas de nutriments qu'on peut retrouver ailleurs et avec moins de problématiques, donc surcoté. Les produits laitiers. Produits laitiers, je dirais ces dernières années, sous-coté ces dernières années. Si on m'avait posé la question peut-être il y a plus de 5 ans, peut-être tendance à être surcoté. Là, ces dernières années sont un peu trop diabolisées, donc je dirais sous-coté et acheter mon livre sur le sujet. Je valide. Parce qu'il y a des nuances bien sûr sur les produits laitiers. Et au niveau des œufs. Je vais prendre un peu le contre-pied, je vais dire sous-coté. Alors, si on met de côté tout l'aspect cardiovasculaire, l'augmentation du risque cardiovasculaire et certaines choses, je pense que c'est une source de protéines qui est pas chère, qui est relativement bonne. C'est pas celle qui est de meilleure qualité. On peut dire quand même qu'il y a certains, voilà, on a tendance à dire que c'est plutôt les deux avantages. C'est pas cher, facilement accessible, on en trouve à peu près partout. Et voilà, en attendant, c'est clair pour la santé, bien mieux. Les œufs, carrément surcoté aussi, unpopular opinion, pour le coup, parce que c'est l'aliment dans le milieu du fitness qui est, ouais, je mange des œufs le matin, c'est top. Alors ils ont été un peu trop diabolisés, donc si c'était il y a quelques temps, j'aurais dit du coup sous-coté, mais là je dirais surcoté. C'est une bonne source de protéines, mais avec pas mal d'inconvénients quand il y a des comparateurs, quand on les compare à d'autres aliments, notamment pour le cholestérol. Donc, surcoté. Le cheat meal. Surcoté. Je pense que si tu as envie de te faire plaisir, fais-toi plaisir. Tu n'as pas besoin de dédier carrément un repas pour ça. J'ai tendance à dire que c'est plutôt mieux de manger ce genre de repas en modération, pas forcément manger à t'en faire péter le bide. Je pense que le cheat meal, franchement, c'est pas quelque chose qui entretient un rapport très sain avec la nourriture. Et ça peut parfois déboucher avec des épisodes, mais bon, ça on va laisser peut-être les professionnels parler, mais plutôt avec du binge eating, ou alors en tout cas contribuer au développement de troubles du comportement alimentaire. Et je pense que du coup, c'est pas optimal selon moi, donc surcoté. On va attaquer la partie donc entraînement comme je le disais tantôt. Engager un coach. Sous-côté, maintenant je comprends les personnes qui disent que le coach n'est pas obligatoire, c'est vrai. Mais bon, quand
moi j'ai pris un coach, ça m'a quand même permis d'être beaucoup plus rapide dans ma progression, de gagner du temps et forcément ce n'est pas sous-coté, clairement. Parce que si on devait s'attarder sur la prise de connaissance, la lecture, les formations, à nouveau là-dessus, je n'aurais peut-être pas l'expertise que j'ai aujourd'hui. Sous-côté, bien sûr. Peut-être un peu biaisé, mais avoir un coach, c'est souvent un gain de temps, un gain d'expérience, un gain de connaissances, une manière plus certaine d'atteindre ses objectifs. Sous-côté, ça peut notamment améliorer l'adhésion, on peut apprendre des choses, mais bien sûr, il faut que ce soit un bon coach comme toi, par exemple, ou Nico, ou Alex, voilà. L'auto-coaching. J'aurais envie de dire à la fois sous-coté et sur-coté. Je pense que, de manière générale, à l'heure actuelle, c'est sur-coté. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent atteindre leur meilleur niveau en étant en auto-coaching. Je pense que du coup, certaines personnes vont bénéficier d'un auto-coaching parce qu'ils sont très objectifs, parce qu'ils ont une capacité de recul très importante, mais ce n'est pas le cas pour la plupart des athlètes. Et donc, je pense qu'avoir un œil extérieur, un œil objectif, c'est clairement un plus. Et je pense que même certains des athlètes qui s'auto-coachent à l'heure actuelle n'hésitent pas à faire appel à un coach juste pour avoir une vision un peu plus macro et dézoomée pour à ce moment-là pouvoir leur proposer des conseils et faire en sorte d'objectiver et de proposer des interventions un peu plus cohérentes et éclairées dans le milieu. Donc moi je dirais clairement surcoté, mais pour certaines personnes qui ont ces capacités de recul, de réflexion sur eux-mêmes et de remise en question, je pense que c'est un outil qui peut être un peu sous-coté dans ce genre de cas. Surcoté, pour moi, l'auto-coaching ne marche pas forcément pour tout le monde. Je pense qu'il faut quand même avoir de bonnes capacités de régulation, de connaissance de soi pour pouvoir s'auto-coacher de manière correcte. Je pense que tout le monde peut s'auto-coacher d'une certaine manière, mais si on veut vraiment de nouveau maximiser ses résultats, on aurait peut-être plus intérêt à engager quelqu'un, sauf si on est vraiment très compétent pour s'auto-coacher. Les exercices à longue longueur musculaire. Ces derniers temps, j'ai tendance à dire surcoté. Alors ça va dire pas utile, mais j'ai l'impression qu'on est en train de nous vendre que si on fait une extension de nuque avec le bras au-dessus de la tête par rapport au bras le long du corps, on va tripler les gains, donc surcoté. Je dirais coté correctement. Je pense qu'ils sont, à l'heure actuelle, on voit pas mal de contenus d'influenceurs qui ont tendance à dire faites vos exercices à plus longue longueur musculaire. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que là-dessus, utilisez plutôt une amplitude complète, pas toujours chercher à minimiser la charge. Minimiser l'amplitude et maximiser la charge, parce que je pense que voilà, si on peut stimuler un muscle, notamment en termes de croissance musculaire avec moins de charge, ce sera toujours positif. On induira potentiellement moins de fatigue, on induira potentiellement moins de wear and tear, de stress notamment, qui peut être répétitif et à terme pourrait contribuer à augmenter le risque de blessure, de surutilisation ou de sursollicitation. La surcharge progressive. J'ai moi-même fait une erreur de langage à ce niveau-là. La surcharge progressive, ce n'est pas une cause, c'est une conséquence. J'aurais tendance à dire que c'est surcoté, ou du moins que le terme est mal employé, et ça a été mon cas aussi de toute façon avant que je revoie mes positions. Complètement surcoté. Je pense que la plupart des gens se plantent, pour être honnête. Je pense que c'est une mauvaise interprétation de certaines données scientifiques qu'on a. À l'heure actuelle, on a quand même tout un pan rétroactif de la littérature et par exemple, il y a plein d'anciennes études qui ont montré qu'on pouvait progresser en n'augmentant pas la magnitude du stimulus lors de plusieurs semaines d'entraînement. Les gens progressaient quand même, surtout particulièrement en endurance. À l'heure actuelle, je pense que les gens estiment que pour progresser, il faut engendrer une surcharge progressive. On sait très bien à l'heure actuelle que ce n'est pas forcément nécessaire. Le stress n'a pas toujours besoin d'être plus grand. Le stress a besoin d'être suffisant. Et du coup, la progression et non l'augmentation de la charge n'est donc pas, si l'on veut, la cause de la progression, mais plutôt la conséquence. On a progressé et donc on est capable de mettre plus lourd sur la barre. Et du coup, je pense que c'est complètement surcoté. Ou alors, je sais que certains coachs et certains experts avaient proposé plutôt le terme de progressive loading, de chargement, si vous voulez, progressif. Et je pense que ça fait beaucoup plus sens parce que ça permet de comprendre qu'en fait, on progresse, on ajoute de la charge pour en fait que le stimulus continue d'être suffisant pour qu'on continue à s'adapter. Le SBD ou les 4 lifts dans la même séance. Surcoté, je pense que c'est un gros phénomène de hype pour être dans le coup, pour se dire qu'on est prêt ou en compétition de manière régulière. Je pense que ça peut être intéressant dans certains cas si par exemple le planning ne nous permet pas. Mais de manière générale, si on a la possibilité d'étaler ces séances, mieux vaut éviter.
De manière générale, je dirais surcoté, parce que explorer d'autres mouvements, j'aurais tendance à penser que ça permet de minimiser le facteur de risque de blessure. Donc pourquoi est-ce qu'un powerlifter se doit absolument de faire constamment du SBD dans ses séances à la semaine, alors que tu peux très bien avoir du leg extension par exemple, que tu peux très bien partir sur du hack squat, variante high bar aussi, du pendlero, tout ça ne peut être que bénéfique je pense sur le long terme. Maintenant il y a des personnes qui font partie de ce biais du survivant et qui arrivent à s'en sortir avec du SBD, mais on enlève en tout cas un panel d'exercices et potentiellement une progression long terme qui peut être intéressante pour la majorité des individus. Et je pense à la même chose en street lifting. Donc, surcoté, de ne s'attarder que sur ces mouvements-là, explorer vos mouvements et essayer de minimiser les facteurs de risque de blessure. En tout cas, c'est le pari que je fais sans avoir réellement de choses. Le EMOM. Sous-coté, mais dans un certain contexte. Je dirais sous-coté dans le contexte du développement de la capacité de travail. Beaucoup d'athlètes n'ont jamais tendance à travailler leur capacité de travail particulièrement en force. Et je pense que ça peut être un bon moyen de rendre ça ludique et de rendre ça beaucoup plus digeste. Mais sinon, pour le développement de la force ou de l'hypertrophie, je dirais que c'est surcoté. Mais pour travailler la capacité de travail ou juste varier l'entraînement, je dirais sous-coté. Je vais plutôt faire une petite variante, press pause pour l'hypertrophie. J'ai tendance à dire à l'heure actuelle, sous-coté. Ça veut pas dire que c'est révolutionnaire, mais utile et ça peut être intégré de manière intelligente dans un programme. Surcoté, c'est une méthode comme tout. Maintenant, voilà, dans un gain de temps, moi je valide à 200%, notamment dans le kettlebell lifting. Ça a clairement son intérêt pour aller chercher beaucoup de volume et en très peu de temps et jouer aussi sur les capacités cardiovasculaires. Donc c'est pas obligatoire, clairement pas. Il y a plein d'autres méthodes, le travail d'intervalle, etc. par exemple. Mais bonne méthode, mais c'est pas l'unique méthode qui va faire que vous allez prendre de la force ou développer votre hypertrophie plus que les autres et pas supérieur. Le travail des abdos pour la performance. Surcoté, je pense qu'en tout cas, il faudrait déjà définir la performance, mais je suis pas certain qu'en faisant des abdos, tu seras un meilleur boxeur ou tu seras un meilleur sauteur à la perche ou un meilleur sprinter. Je pense que si tu veux être meilleur dans ton sport, pratique ton sport. Je pense que pour la performance, en tout cas surcoté. Et si tu m'avais posé la question pour l'hypertrophie, j'aurais sous-coté parce que les gens font pas assez les abdominaux comme si c'était un muscle qui était à part. Être sec à l'année. Sous-coté. Je pense que si on a un métabolisme, ou un body fat set point qui nous le permet, si on a un sport à catégorie de poids, en général mieux vaut être plus ou moins dans la même caté, légèrement être en léger surplus calorique et pouvoir être plus performant. Ça va dépendre vraiment du sport et de sa caté de poids. Carrément surcoté, je pense que beaucoup de personnes tournent trop en rond parce qu'ils veulent être trop secs toute l'année. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans l'extrême opposé, mais voilà, il y a un juste milieu. En tant que 120, complètement surcoté. Alors, peut-être qu'un 66 dira autre chose, mais je pense qu'effectivement, il faut pouvoir se faire plaisir, qu'il y a une question d'équilibre. Mais par exemple, si naturellement tu es déjà plus sec, t'engraisses pas, mais si tu es naturellement un peu plus gras, te fais pas violence et ne sèche pas. Les Big Three, le squat, bench, deadlift. Oui, surcoté. Maintenant, moi personnellement, je squat, je bench pas là actuellement. Dans l'hypertrophie, dans le domaine de l'hypertrophie, c'est pas du tout obligatoire. C'est quand même un gros gain de temps de travailler sur ce qu'on appelle des compound lifts. Maintenant, en fonction de votre pratique, il va falloir passer, soit si vous faites du crossfit, vous devez squatter, si vous faites du powerlifting, vous devez squatter, si vous faites de l'haltéro, weightlifting, vous devez squatter, si vous faites du streetlifting, vous devez squatter. Donc oui, compound lift, squat, bench, deadlift, contexte dépendant, mais en tout cas, par rapport à mon contexte, surcoté. Pour l'hypertrophie, j'ai tendance à dire sous-coté, et je m'explique. Ce ne sont pas des mouvements carrément optimaux pour l'hypertrophie, mais je pense qu'on veut trop optimiser tous les exercices et parfois forcer sur un bon squat, un bon deadlift, un bon bench, c'est cool, donc sous-coté.
sous-coté. Je pense que dans le cas du powerlifting, c'est pas surcoté. Je pense que c'est normal de pratiquer les mouvements qu'on fait. Mais je pense que dans d'autres disciplines, les gens ont tendance à oublier que c'est un peu des mouvements fondamentaux au niveau de la force. Alors on pourrait éventuellement remplacer le développé couché par du développé militaire, un développé incliné ou quoi que ce soit qui soit un petit peu plus en phase avec le sport travaillé. Mais ça reste des mouvements de base. Et je pense que beaucoup de préparateurs physiques, beaucoup de coachs l'oublient et qu'ils ont vraiment un réel intérêt. Le développé nuque. Surcoté, je pense qu'on n'a pas forcément besoin dans beaucoup de sports. Le développé nuque. Sous-côté. J'aurais tendance à dire sous-côté. Pourquoi se priver de mouvement? Je reste partisan de ses capacités d'adaptation. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut y aller comme un bourrin et se dire juste ouais, la douleur est dans la tête. Oui, peut-être en majorité, ça se discute. Ce n'est pas mon domaine d'expertise en priorité. Je pense qu'il faut mieux diriger vers un kiné ou une personne spécialiste de la douleur. Mais pourquoi se priver de mouvements qui ne peuvent nous rendre que plus forts et explorer d'autres panels de mouvements? Et le hip thrust? Correctement évalué, je dirais. Je pense que c'est ni surcoté ni sous-coté. Je pense que c'est un bon exercice fessier. Je pense que si tu as envie d'en faire, c'est cool. Après, pourquoi tu as envie d'en faire? C'est pour développer ton verrouillage en force. Je pense que ça, c'est un petit peu éclaté comme étude, comme raison, par exemple. Mais en dehors de ça, je dirais que c'est un bon exercice pour les fessiers. Et si ça te permet d'avoir un peu plus d'adhésion à l'entraînement, ben, go for it. Surcoté, il y a quand même beaucoup de meilleures options, mais pourquoi pas dans certains cas. Ab rollout. Sous-côté parce que je kiffe Rocky Balboa. Non, mais enfin, voilà, c'est un exercice qui est fun sur votre développé dessus. Il n'y a pas de raison, on peut très bien travailler sur le abs rollout. Un bel ab wheel rollout, debout, eh bien c'est stylé. L'utilisation de straps. Les straps, pour moi, c'est sous-coté. Je pense principalement à les personnes qui vont se dire qu'ils ne vont pas les utiliser pour continuer à travailler leur grip, alors que c'est souvent sur le mouvement principal qu'on va pouvoir les travailler et on va utiliser les straps sur les exercices accessoires. Et sur ces exercices-là, ça nous permettra potentiellement de mieux ressentir son muscle, de limiter la fatigue sur le grip pour laisser plus de place sur nos lifts principaux. Et donc, on aurait tout intérêt à utiliser les straps sur les exercices secondaires et de pouvoir ne pas les utiliser sur nos exercices principaux pour garder plus de capacité de travail à ce niveau-là. Les straps, surcotés, pas que ce soit pas utile, mais je suis anti-straps pour moi. Je dis pas que c'est pas utile, mais j'ai l'impression que maintenant, n'importe qui doit faire un tirage à 20 kg va mettre des straps. On va attaquer un point particulier, c'est le sticking point, travailler sur l'angle du sticking point. Pardon. Surcoté, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que je pense souvent, si on arrive, c'est naturel. Dans le mouvement, on a tous une partie d'amplitude sur laquelle on est plus faible, on aura plus de difficultés et je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de travailler spécifiquement là-dessus. Il y a un petit peu d'études sur le sujet, ils proposaient de faire du partiel de ce côté-là. Ça n'a pas montré quand même de super résultats. Je pense que de manière générale, juste chercher à devenir plus fort, à accélérer le plus possible la barre sur la phase concentrique et essayer de passer à travers ce sticking point avec le plus de vitesse possible, c'est suffisant. Et puis j'aurais tendance à dire que si tu es sous lift à ce point-là, c'est que tu n'étais juste pas assez fort. La cupping thérapie. Largement surcoté, j'ai été formé à la cupping thérapie, je voyais ça comme méthode miracle. Voilà, je donne toujours cette image-là. Si je vous frappe sur l'épaule ou si vous me frappez sur l'épaule, parce que vous êtes sans doute plus solide que moi de toute façon, je vais avoir par réflexe peut-être de mettre ma main pour atténuer la douleur. Ça agit sur les mécanorécepteurs. Je pense qu'il y a eu pas mal de recherches, dont une en comparaison qui faisait notamment une cup et une autre cup où en fait l'effet de ventouse était retiré. Et on compte principalement sur cet effet placebo là-dessus, donc surcoté, largement surcoté. Surcoté, d'ailleurs en France, l'ordre des kinés a tout simplement dit que ce n'était pas que si un kiné était pris en train de pratiquer, il pouvait se voir retirer le droit d'exercer. C'est une compétence qui a été c'est un acte qui a été blacklisté. C'est dommage que ça n'a pas été le cas encore en Belgique. Mais voilà, je pense que les rares indications de l'utilisation des ventouses sont pour le traitement de tissu cicatriciel. Pour le reste, je pense que c'est un petit peu les mécanismes qui sont mis en avant sont pas très clairs. On est vraiment sur des procédés qui sont sur une intervention qui est vraiment très peu evidence-based et la plupart des effets positifs qu'on va rapporter sont plutôt liés aux effets contextuels ou à l'effet placebo. Les exercices pour la coiffe des rotateurs. Largement surcoté. Qu'on fasse des mouvements de push ou de pull, la coiffe des rotateurs va être sollicitée. Donc, il n'y a pas de raison de travailler de manière spécifique. Maintenant, je pense que c'est vraiment du cas par cas, mais oui,
clairement, c'est pas du tout obligatoire, quoi. Le bain froid. Surcoté. Il y a différentes études qui ont montré en tout cas un effet négatif de l'exposition au froid de manière répétée sur les gains de masse musculaire. Donc ça, j'aurais tendance à dire, bah non, ça vaut pas trop la peine. Ça dit, si toi ça te fait kiffer, si tu penses que ça te met dans une bonne routine, dans un bon mood pour la matinée, vas-y, mais ça n'a rien de magique. C'est juste, encore une fois, l'effet contextuel. Surcoté, encore une fois, je peux comprendre que ça vous donne envie de vous réveiller le matin et d'avoir un effet warrior. Bah, si ça vous fait kiffer, faites-le. Mais si c'est dans une phase de récupération, bien manger et bien dormir, ça fait la majorité du travail. Perfect. Et je ne parle pas ici des toilettes. 9 sur 9 ou 12 sur 12? Est-ce que c'est surcoté ou sous-coté? Sous-côté, de manière générale, les athlètes qui performent le mieux en compétition sont ceux qui ont le plus de régularité, sont ceux qui réussissent le plus d'essais, et plus le niveau est important en compétition, plus ça semble être le cas. Donc moi j'ai tendance à dire que c'est tellement sous-coté que beaucoup d'athlètes se retrouvent en compétition en étant incapables de réaliser un 8 ou un 9 sur 9. Ils ont tendance à se tirer un peu une balle dans le pied, puisque ce qui compte lors du classement, c'est le plus grand total possible. Donc on a plus de chances d'avoir un plus gros total en réalisant 9 essais sur 9 qu'en réalisant 5, 6 ou 7 sur 9. Donc sous-coté, et je pense que ça fait partie un peu de l'apprentissage à concourir, et beaucoup de gens veulent apprendre à performer avant d'avoir appris à concourir. Et ça, c'est un petit peu dommage, ma opinion. Sous-coté. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent d'affirmer que les personnes, les athlètes qui parviennent ont en général des meilleurs résultats, sont plus contents de leur compétition, mais ce n'est pas facile à mettre en place. Les conditions d'entraînement optimales. Surcoté, je pense que la plupart des gens attendent dans de bonnes conditions, d'avoir le matériel calibré, de bonnes barres, de la machine high-tech, et s'ils n'ont pas ça, ils ont tendance à dire « Ah, je m'entraîne pas » ou « Je fais pas de mon mieux, ça vaut pas la peine ». Je pense que c'est un petit peu dommage d'avoir ce mode de pensée. Je pense que juste déjà s'entraîner, c'est déjà faire mieux que la plupart des gens, c'est prendre soin de sa santé, c'est prendre soin de son bien-être mental, et je pense que du coup c'est tellement sous-coté. J'aurais tendance à dire aussi que ça touche à l'environnement. Certaines personnes justifient le fait de ne pas s'entraîner assez dur ou de ne pas pousser assez lourd parce qu'ils n'ont pas le partenaire d'entraînement idéal ou le bon matériel. Je pense que vous pouvez faire plus que ce dont vous pensez, et du coup parfois le plus limitant c'est vos croyances. Surcoté, j'aime bien optimiser mon entraînement dans certains cas, tant que le setup, la mise en place n'est pas contraignante sur le plan psychologique non plus, par exemple. Maintenant, si on s'entraîne dans une salle avec des poids libres, et qu'il y a juste ça, il n'y a pas de poulie, il n'y a pas de machine, etc., avec un petit peu d'éducation et de connaissances, vous savez faire le travail et vous savez vous développer sur le long terme. Donc, surcoté. Enfin, j'en ai une dernière pour toi, une spéciale. La fonderie, surcoté ou sous-coté? Tellement sous-coté. Merci Tim. Mais passez pour le vérifier par vous-même. Sous-coté, ça. Largement sous-coté. Ça largement sous-coté. Allez faire un tour à la fonderie. Sous-coté, mais vraiment sous-coté là.